Mali prépare son rapport sur la mise en œuvre du pacte mondial des migrations en vue du forum des migrations internationales. Les consultations nationales ont débuté ce matin en présence du ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Ce rapport se veut un outil stratégique renforçant la cohérence des politiques publiques. L'Arabie Saoudite aux côtés du Mali pour apporter une assistance humanitaire à 28 500 familles en cette période de Ramadan. C'est un financement du centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le lancement de l'opération s'est déroulé en présence de la ministre de la Santé et du Développement social qui a salué l'ONG Al-Farouk, initiatrice du projet. Le dossier de la rédaction nous amène au cœur du marché de la ville de Kaya. Contrairement aux années précédentes, le marché est bien fourni et les prix en dessous de ceux fixés par l'État, à l'exception du gingembre qui se fait très rare. Quand surtout Kanouté a fait le tour du grand marché en passant par la cour des commerçants Sikasoa de Kaya. C'est le grand format de cette édition. Ils sont nombreux à être victimes des conditions de voyage par vol, annulation de vol, retard à répétition, bagages égarés, endommagés ou définitivement perdus. Face à ces situations, la Convention de Montréal encadre la responsabilité des transporteurs aériens, fixant les règles d'indemnisation et les obligations. C'est le sujet de la chronique judiciaire. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la grande édition de 20h sur ORTM1. Très heureuse de vous retrouver. Nous ouvrons cette édition par le carnet d'audience du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Yacouba Katila a reçu en audience Dr Adama Traoré, président de l'Académie des sciences du Mali. L'institution renforce ainsi ses liens avec le nombre de la recherche scientifique. Les échanges ont porté sur l'apport crucial de l'expertise scientifique dans l'élaboration des politiques publiques et l'affirmation de la souveraineté nationale par le savoir. Nous écoutons le docteur Adama Traoré à la sortie de cette rencontre au micro de Alousseni Touri. Nous avons fait un peu le bilan de notre coopération et nous, du côté de l'Académie, nous nous réjouissons énormément des résultats de cette séance qui ne nous étonne pas parce que le Conseil est l'une des rares institutions qui, dès notre création, dès sa prise de fonction, s'est adressée à l'Académie des sciences du Mali pour l'accompagner en termes d'expertise. Et là, c'est le rôle de l'Académie. L'Académie des sciences est là pour appuyer, accompagner à travers des conseils. Toutes les académies des sciences se sont mis sous le parrainage et la protection du chef de l'État. Donc ça veut dire que notre parrain est le président de la République et ce parrainage permet à l'Académie de développer en toute liberté et en toute sincérité l'expertise et aider la mise en œuvre des politiques de développement économique et social. Nous nous réjouissons d'autant plus que, comme nous le disons, notre pays est actuellement en train de poursuivre et renforcer une politique de pleine souveraineté. Et quand vous voulez une souveraineté, vous avez besoin aussi sur le plan scientifique d'avoir une souveraineté en la matière. Et je pense que l'Académie est une ressource qui permet cela. Et je vous le disais dans les titres, le Mali prépare son rapport sur la mise en œuvre du pacte mondial des migrations en vue du forum des migrations internationales. Les consultations nationales ont débuté ce matin en présence du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration. Pendant 2 jours, ils sont appelés à élaborer un document qui doit refléter les réalités nationales. L'initiative est du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur en partenariat avec l'OIM. Boubacar Babli Touré, reportage. En décembre 2018, le Mali a adhéré au pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnée et régulière. Cette adhésion implique pour les États membres l'élaboration périodique de rapports destinés à capitaliser les efforts consentis en faveur des questions migratoires. C'est précisément dans l'optique de produire ce document appelé à refléter les réalités nationales en matière de migration que les acteurs du secteur et leurs partenaires se sont réunis à l'occasion d'un atelier de consultation nationale sur la mise en œuvre du pacte national sur les migrations. Le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières constitue un cadre structurant qui permet aux États de développer une gouvernance migratoire cohérente, humaine et alignée sur leurs priorités nationales. Étant pays champion du pacte mondial, le Mali joue un rôle moteur reconnu par l'ensemble des États membres. Son engagement constant depuis 2018, confirmé par les rapports 2021 et 2022, témoigne d'une vision claire, faire de la migration un levier de développement durable et un espace de coopération renforcé. Le pacte repose sur 23 objectifs majeurs en parfaite adéquation avec les priorités de notre pays en matière de politique migratoire. Protection des migrants, lutte contre la traite, données migratoires, voies régulières de mobilité, réintégration durable, inclusion socio-économique, coopération internationale, j'en passe. Ces objectifs résonnent profondément avec nos propres priorités nationales, à savoir la protection de nos concitoyens, la stabilisation sociale, la valorisation de notre diaspora, la lutte contre les réseaux criminels et la promotion d'un développement inclusif. Le rapport du Mali se veut une référence. Il doit refléter les réalités nationales. Il doit faire preuve de sincérité analytique et répondre aux questions essentielles, notamment dans quel contexte évoluons-nous? Quels progrès avons-nous accomplis? Quelles réformes avons-nous engagées? Autant de questions qu'il faut examiner avec minutie et plénitude de capacité. Cet atelier qui se déroulera sur 2 jours se tient en prélude au forum d'examen des migrations internationales prévu à New York du 5 au 8 mai prochain. La situation en Iran a des répercussions sur le monde entier. Selon certains experts, ses conséquences sont économiques, politiques, sociales et le continent africain ne sera pas épargné. Dr Abdoul Sogodoro, enseignant-chercheur à l'université Kourougan-Fouga de Bamako, analyse la situation au micro de Youssouf Tchakité. Ce conflit ne va pas être un phénomène isolé dans un coin du monde. Ce conflit va avoir un impact, cette guerre va avoir un impact sur l'ensemble du monde entier. Parce que de nos jours, les États sont très interdépendants, leurs intérêts sont liés avec la mondialisation, mais aussi les États sont liés par des identités. Les identités parce que vous avez les États-Unis qui sont porteurs de valeurs qu'on pourrait dire universelle ou entre guillemets si vous le voulez, pour dire que c'est la tête de proue du libéralisme économique, du capitalisme, des libertés, des droits humains, etc., des valeurs de démocratie. Ces valeurs sont prônées par les États-Unis dont ils sont les porteurs. Et d'un autre côté, vous avez un pays, l'Iran, qui est très ancré dans la religion musulmane, auquel aussi beaucoup d'autres pays et des populations vont s'identifier de par cette identité musulmane. Donc, et on peut avoir là un conflit qui peut devenir un conflit identitaire. Mais il y a aussi des alliances régionales, mais voire même à l'échelle internationale. Pour le Mali, il faut qu'on arrive à comprendre suffisamment les liens qui nous lient aux différents, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique et politique, qui nous lient aux acteurs de première ligne, et pour avoir des compréhensions très profondes et pour pouvoir savoir exactement quelles sont les actions réelles à entreprendre. Je sais que la population malienne est à grande majorité musulmane et nous avons nous-mêmes vécu et nous continuons d'ailleurs même le vivre, les conséquences du terrorisme. Donc
aucun pays ne souhaite la guerre, parce que la guerre a toujours des conséquences fâcheuses. Et peut-être dans un premier lieu, ça appelle les pays comme le Mali à renforcer leurs alliances. Leurs alliances, je fais allusion en premier lieu à l'alliance qui est en cours de construction toujours entre les 3 pays, que les États trouvent les ressources nécessaires pour pouvoir résister non seulement à des agressions extérieures, mais aussi à des tentatives en tout cas de destruction ou de déstabilisation, quelle que soit sa nature, par le terrorisme ou par d'autres types de groupes, voilà, à l'intérieur. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle les Maliens à l'union sacrée afin de faire face à l'adversité. Les responsables de la fêtière des musulmans ont animé cet après-midi un point de presse. Les hommes de médias sont ainsi invités à être des relais. Point de presse suivi par Youssouf Diakité et Aruna Diarra. L'union de la communauté musulmane, le vivre ensemble, la paix, voilà les mots-clés de ce point de presse. L'objectif, c'est de permettre à toute la communauté musulmane du Mali de regarder dans la même direction en vue de faire face aux défis. L'initiative est du Haut Conseil islamique du Mali. La déclaration lue à la faveur de ce point de presse se distille à valeur de pacte. L'unité sur la base de la vérité est une des sources de la force de l'islam et de la communauté musulmane. Le Haut Conseil islamique du Mali souligne la nécessité de l'unité des musulmans pour faire face aux multiples défis auxquels la communauté musulmane est confrontée et surtout aux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés actuellement. Le Haut Conseil islamique du Mali insiste sur l'obligation de chaque musulman de travailler au respect des lieux saints de l'islam et de veiller donc à ce que ces lieux ne soient pas soumis à des dérives. Presque toutes les associations et organisations musulmanes étaient présentes au point de presse. C'est dire que le pari est déjà gagné. Le Haut Conseil islamique du Mali s'engage et engage les leaders religieux en particulier à mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée nationale sur la gestion des mosquées et la moralisation du prêche au Mali. S'engage également à travailler, à faire en sorte que l'unité des musulmans soit une réalité. Il s'agit d'inscrire cette dynamique dans la durée au bonheur de la stabilité du pays. En ce mois de pénitence, l'Arabie Saoudite s'engage aux côtés du Mali pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Sur l'initiative de l'ONG Al-Farouk, 28 500 kits alimentaires seront distribués aux personnes démunies. Cette donation est financée par le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire de l'Arabie Saoudite. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de distribution d'aide alimentaire de la dite fondation. La cérémonie de lancement a eu lieu hier en présence de la ministre de la Santé et du Développement social. Le reportage de Sokona Kamisoko. Le jeune rime avec des actions de bienfaisance. C'est ce qu'a compris le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire de l'Arabie Saoudite à travers l'ONG Al-Farouk. Cette vaste opération de distribution gratuite de produits alimentaires en est la parfaite illustration. L'objectif est de traduire dans les faits cette logique de Raoul Folero, à savoir nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le programme de Roi Salman, roi de l'Arabie Saoudite, s'inscrit au grand programme national Solidarité Ramadan qui est à sa 3e année. L'ONG Al-Farouk avec ses partenaires, particulièrement la fondation du roi Salman qui a accordé 28 500 kits qui doit bénéficier 173 000 bénéficiaires à travers du Mali. Depuis 2020 jusqu'à ce jour, le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire a mis en œuvre 17 projets dans les régions du Mali pour un montant total d'environ 7 200 000 $ dans les domaines
domaines de l'eau, l'assainissement, la sécurité, l'alimentation, la santé et l'éducation. Ce geste de cœur du Centre Oura Salman pour le secours et l'action humanitaire enlève une grosse épine des pieds des bénéficiaires qui traversent une situation difficile. Au nom des bénéficiaires, je remercie la Fondation Roi Salman à travers l'ONG Al-Farouk d'avoir pensé à nous. Ce n'est pas sa première fois. Je souhaite que ce genre d'initiative se multiplie afin d'atteindre beaucoup de personnes démunies. Par la remise de ces 28 500 kits alimentaires, le Centre Oura Salman répond à un souci majeur du gouvernement malien, celui de contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. On remercie l'ONG Al-Farouk pour sa constance. Ça fait plusieurs années, ils sont partout où le peuple a besoin qu'ils soient. Ils accompagnent l'État, ils travaillent avec l'État et ils donnent, ils choisissent les bénéficiaires avec l'État. Ça, c'est très important. Ces kits, en total 28 500 qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national, ne vont que atténuer la souffrance de beaucoup de familles. Outre Bamako, ce geste humanitaire du Centre Oura Salman du Royaume d'Arabie Saoudite va toucher plusieurs régions du Mali, avec comme seul objectif faire de la solidarité plus qu'un comportement. Et le gouvernement multiplie des initiatives afin de soutenir les couches vulnérables à travers l'opération Sonkalo Solidarité. À Gao et à Bougouni, les représentants de l'État ont remis des quantités importantes de vivres aux familles nécessiteuses. Les détails avec nos correspondants régionaux Abdul Karim Konaté et Sambari Aïdara. Dans les locaux du gouvernorat de la région de Bougouni, la joie et l'émotion sur le visage de Adama Sangaré. Personne vivant avec handicap, Adama Sangaré, à l'image des autres bénéficiaires, reçoit un kit alimentaire composé d'un sac de riz de 50 kg, un bidon d'huile de 5 litres, 5 kg de sucre, des pâtes alimentaires et du lait en poudre. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de Sonkalo Solidarité. C'est un geste qui me va droit au cœur. Je suis débordé de l'émotion. Je demande aux donateurs de multiplier les actions de ce genre. Que Dieu bénisse les autorités maliennes et protège tous les Maliens. Je ne peux que faire des bénédictions. Je voudrais dorénavant vous rassurer au nom de nos plus hautes autorités que vous ne serez jamais seuls abandonnés à votre sort. L'État se rendra toujours utile à vous, assumera toujours son rôle de protecteur, de soutien auquel vous avez droit. Au total, ce sont 400 kits alimentaires destinés à des familles vulnérables. Une solidarité agissante qui contribue tant soit peu à atténuer la souffrance des familles bénéficiaires. Je lance un vibrant appel à toutes les âmes charitables à persévérer dans leur combat en appui aux efforts de l'État pour préserver l'honneur et la dignité des personnes vulnérables. Auparavant, il a été procédé à la montée traditionnelle des couleurs nationales, moment solennel et plein d'émotions. La montée des couleurs suivie de l'hymne national à l'unisson. Le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré, vient de respecter la tradition en mettant à la disposition des couches vulnérables une importante quantité de céréales. Nous remercions d'abord monsieur le gouverneur parce que c'est pas sa première. Et donc nous lui disons vraiment merci beaucoup pour vraiment songer aux couches vulnérables de la région de Gao. L'élan de solidarité du gouverneur est parvenu aux communautés religieuses. Personne n'est exclu, quelle qu'en soit la couleur, quelle qu'en soit l'ethnie, quelle qu'en soit la religion. Cela va soulager beaucoup les communautés. C'est une œuvre humanitaire très appréciable. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le gouverneur ainsi que nos plus hautes autorités pour ce geste. Pour les donateurs, le plus important, c'est de penser à tout le monde en ce mois de Ramadan. À travers le commissariat à la sécurité alimentaire, nous avons eu quelque chose pour nos nécessités. Donc c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons pour faire ces dons. Donc je demande aux responsables des bénéficiaires de vraiment procéder à un partage équitable, que ça aille vers ceux qui ont vraiment droit et ceux qui ont vraiment le besoin. Pendant ce mois de Ramadan, plusieurs activités de solidarité comme celle-ci ont été menées par le chef de l'exécutif régional.
L'opération Sunkalo Solidarité se poursuit dans la région de Taoudéni avec une remise de vivres dans le cercle d'Ashurat couplé à des ruptures collectives à Taoudéni et Ashurat. Ces moments ont été mis à profit par les fidèles pour faire des prières et formuler des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité dans le pays. Le reportage de Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Dans le cercle de Taoudéni, cette rupture collective a rassemblé les fidèles musulmans, chefs de fraction, des leaders communautaires autour des autorités administratives et religieuses à la mosquée Najim Ould Cheibani. Ces instants solennels sont empreints de fraternité et de cohésion sociale. Nous sommes trop contents. Tous les chefs de fraction sont venus partout, dans toutes les communes, les 4 communes de la cercle de Taoudéni sont présents. Dieu merci, nous sommes tous là dans la conciliation. Après la rupture du jeûne, avec des plats bien garnis, les fidèles ont prié et formulé des bénédictions pour le retour de la paix et surtout la prospérité du pays sur tous les plans. C'est un acte quand même qui ressemble les gens. C'est un acte de retrouvailles, souvent difficile, mais à travers cet acte, donc, nous ne pouvons que remercier les autorités de la transition, du sommet à la base, qui ont vraiment pensé à ça. Moi, je suis un préfet heureux ce soir de voir que les plus hautes autorités ont songé aux plus démunis, jusque dans les fractions et villages, et que dans le cercle de Taoudéni, tout le monde se retrouve pour une coupure collective, se parler, se pardonner, couper le jeûne ensemble, et réellement ça réconforte la cohésion sociale, le vivre ensemble. Quant au cercle d'Ashurat, l'opération Sunkalo Solidarité est marquée par la distribution des vivres aux couches vulnérables des 5 communes du cercle à la préfecture du 10 cercle. Ce geste est suivi d'une rupture collective. Les fidèles ont rompu le jeûne dans la fraternité et la cohésion sociale. On était très contents. Vraiment, on remercie notre gouvernement, surtout notre président, de ce qu'il nous a train de faire le mois de Ramadan. Parce que vraiment, il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. Si Dieu s'accorde pour lui, Inch'Allah, il n'a qu'à nous protéger, il n'a qu'à nous protéger lui-même. On cherche, Inch'Allah, la paix. Il sera l'année de la paix, Inch'Allah, sur nous, sur tout le gouvernement. On a parlé des veufs, on a parlé des personnes âgées, on a parlé des handicapés. Donc, ce masse-là, c'est composé à ça. Donc, les donations, la rupture, tout est offert par le président de la République. Prières et bénédictions pour la paix et quiétude pour un Mali prospère ont couronné ces différentes activités dans la région de Taoudéni. Et découvrons ensemble les mets traditionnels de la région de Kidal. D'abord le alabadja, ensuite le jus de tané, des aliments très riches en vitamines selon les spécialistes. Pour en savoir davantage, suivons le reportage de Sidi El Medi Ag Albaka. À Kidal, la rupture du jeûne ne se limite pas à un simple repas. Elle est un moment de communion, de partage et de valorisation des traditions locales. Au quartier Etambar, Madame Zahra Yatara épouse Mokhtar Yatara avec une expérience de 30 ans au service de la bonne cuisine, nous ouvre les portes de son restaurant pour assister à la préparation du majestueux plat alabadja. Pour préparer alabadja, il faut chercher la viande du mouton. On amène l'oignon frais, puis un peu de sel aussi. Pour 5 personnes, on peut prendre 2 kilos et bien préparer la viande, piler la viande sans os et puis mélanger avec le riz aussi. Pour un menu bien garni, la maman de tous les enfants de Kidal nous propose une boisson locale à base du mélange du cumin, du gingembre, du sel-gemme de Taoudéni et du tanin. Une combinaison qui permet d'améliorer la digestion, renforcer les défenses naturelles et donner de l'énergie. On va faire un jus avec le tanin dans lequel on met du gingembre. On met ça dans un seau d'eau avec le sel de Taoudéni. On prend du lait caillé et puis on les mélange avec un peu de sucre. Bon, on peut laisser pendant 4 heures comme ça. C'est comme un médicament traditionnel qu'on prend pendant le mois de carême.
À l'ère de la rupture, les familles se réunissent autour du plan emblématique Alabadja, symbole d'unité et de solidarité. Alabadja, c'est plus qu'un plat, c'est notre identité, notre culture. Pendant les ramadans, il a un goût encore plus spécial. À travers ces pratiques, Kidal démontre une fois de plus que tradition et spiritualité vont de pair entre gastronomie locale et jeux ancestraux. La ville perpétue un héritage culturel riche et vivant. Les plats qui donnent de l'eau à la bouche. Le grand format de cette édition nous amène au cœur du grand marché de la ville de Kayes. Les produits sont accessibles et les prix très abordables contrairement aux années précédentes. Ils sont en dessous des prix fixés par l'État. Dans la cité des Rails, le seul produit dont le prix s'est envolé tout en le rendant difficilement accessible à de nombreuses bourses est le gingembre. Quelles en sont les causes? Une équipe de l'ERTM Kayes dirigée par Kansoutou Kanouté a fait le tour du grand marché en passant par la cour des commerçants Sikasoa de Kayes. Suivons ensemble. Démarré le mercredi 18 février 2026, le mois de Ramadan poursuit dans la quiétude son petit bonhomme de chemin dans la capitale des rails. Bien que le jeûne implique une abstinence, le mois est souvent marqué par une surconsommation et du coup les dépenses alimentaires augmentent de plus belle. Afin de soulager les populations, les produits de forte consommation, à savoir le riz, le mil, le sucre, le lait, subventionnés par l'État, sont disponibles en quantité très importante auprès de grossistes au niveau du grand marché de Kayes et à moindre coût. Le stock de maïs qui se trouve dans les marchés du mil et puis du sorgho, ça peut largement couvrir le mois de carême jusqu'à aller à plus d'un mois. Et que les prix aussi est vraiment très abordable par rapport aux années passées. Et je peux même profiter pour dire que cela est dû au fait que, avec la décision des autorités que les denrées alimentaires là, de première nécessité qui ne sortent pas, vraiment c'est ce qui a fait que le prix est très abordable au jour d'aujourd'hui. La tonne même du maïs, ça fait 170 000 francs. La tonne du mil, ça fait 240 000 francs. Donc les sorgho aussi est très abordable aussi. Grâce à ces efforts fournis par l'État et par le ministère du Commerce, les produits sont vraiment disponibles au niveau de tous les marchés de la région de Kayes. C'est ce qui signifie effectivement cette baisse des prix en ce qui concerne les produits. Par rapport au sucre, par exemple, à Kayes, c'était à 650. Et cette année, le sucre, le prix bas, c'est entre 500 à 550. C'est pour dire que depuis l'année dernière, les prix sont restés stables jusqu'à aujourd'hui. Et les prix du riz aussi, ça varie entre 350 à 400 au maximum. Le riz brisure non parfumé. En ce qui concerne l'huile également, les litres de l'huile, on peut l'avoir à 1000 francs. C'est pour dire que c'est les prix que l'État a fixés. Une fois que le marché est rempli de ces produits, les prix vont aussi baisser significativement. Le mois de Ramadan constitue une source de revenus pour certains commerçants chaque année. Si les principes de la religion musulmane sont respectés par des commerçants croyants, d'autres par contre profitent pour faire de bonnes affaires en augmentant les prix. Quand le gouvernement prend une décision, elle doit être respectée par les populations et surtout par ceux qui sont les plus concernés. En tout cas, chacun doit assumer ses responsabilités. J'invite les uns et les autres à faire des dénonciations afin d'éviter des comportements pas très catholiques venant de certains commerçants, vendeurs et revendeurs. Un mois avant, le prix était un peu en hausse. Mais aujourd'hui, le prix est en baisse. Donc ça veut dire que le prix là peut aller au-delà même du mois de carême. Sinon, le prix même peut baisser du jour au lendemain. Nous sommes dans un mois sacré. Nous demandons à tout le monde de faire des biens pour que les consommateurs gagnent à un prix favorable. En tout cas, le grand marché de Kayes et la cour des commerçants de Sikasso à Kayes sont bien garnis avec une forte présence de produits locaux et importés, parmi lesquels le gingembre qui connaît une forte flambée des prix cette année. Kabini salonasini banadon nana banadula
Cette situation est principalement causée par des maladies ravageuses aggravées par le changement climatique et la rareté des pluies. La région de Sikasso produit beaucoup le gingembre, elle n'a pas été épargnée. La maladie a détruit plusieurs hectares de gingembre, ce qui explique la hausse du prix du gingembre. Une situation qualifiée d'inédite par les grossistes et les détaillants. Tellement que le gingembre coûte cher que moi, en tant que grossiste ici à Caille, je suis très dérangé de donner les prix à mes clients. Nous achetons le gingembre à partir de Sikasso où le kilo fait 2000 francs ou 2500 aujourd'hui. Nous sommes donc obligés d'augmenter un peu le prix du kilo afin de nous en sortir. C'est des cahiers de charges qui ont été signés dont les clauses sont connues par l'État et connues également par les opérateurs. Donc ils savent à combien ils doivent vendre l'atome, ils savent à combien ils doivent vendre en détail. Donc de ce fait, le service a été instruit de pouvoir mener des contrôles des prix au niveau du marché, à tous les stades de distribution, que ce soit en gros, en demi-gros, jusqu'au niveau détail. AES Actualité au Niger, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies fait ses adieux au Premier ministre Ali Maman Lamine Zeina. Mama Keïta a remercié les autorités nigériennes pour leur accompagnement dans la réussite de sa mission. Cette collaboration a permis d'atteindre un bon taux de croissance économique, suivant le reportage de Aïchatou Bawa et Mahamadou Adamou de la télévision nigérienne. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger en fin de mission quitte le pays ce jour 2 mars 2026. Avant de prendre son vol, Mama Keïta est venue rencontrer le Premier ministre pour lui témoigner sa satisfaction pour la qualité de la coopération entre son institution et le gouvernement, mais aussi pour exprimer sa gratitude pour tous les honneurs qu'elle a reçus au Niger. Je suis venue exprimer toute ma satisfaction pour la qualité de la coopération Niger-ONU et qui a été facilitée par d'abord le ministre des Affaires étrangères, par lui-même le Premier ministre et que le président de la République a bien voulu accepter et entretenir. Et je suis aussi venue le féliciter pour la qualité de la performance de socio-économique qu'il enregistre avec son gouvernement et aussi venue introduire ma collègue qui va assurer l'intérim et pour ça il a assuré de tout son soutien et dire que moi-même je pars mais je ne pars pas, je reste avec le Niger, je resterai à servir le Niger, Inch'Allah. Mama Keïta quitte le Niger en laissant la coopération entre le Niger et le système des Nations Unies dans les mains de la représentante de l'UNICEF au Niger qui assurera l'intérim de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Le ministre burkinabé de l'énergie des mines en visite de terrain dans le Guriko, Yacouba Zabré Gouba, s'est rendu sur les sites de carrière de granulats. Cette tournée lui a permis de s'assurer de la bonne marche des différentes activités menées sur les sites. Le ministre a aussi visité le site de Fasso-Mebo où il a fait don de 1080 tonnes de granulats. Le reportage de Idrissa Karambiri et Kassoumi Logo avec la voix de Ali Traoré. C'est sur le site de Sia Carrière et Mines, dans le Guriko, que Yacouba Zabré Gouba et sa délégation commencent leur visite. Une tournée dans ces villages de Borodougou et Koro à la sortie est de Bobo-Dioulasso. 3 sites destinés essentiellement à la production de granulats dont les activités reprennent aujourd'hui avec la visite de l'autorité. Une façon d'encourager ces structures dans la production de ces granulats qui sont en rupture dans la région. Il a été jugé important pour nous pour accompagner la dynamique en cours, de faire en sorte que nous puissions accompagner au mieux un certain nombre de promoteurs privés pour les permettre rapidement d'ouvrir ces carrières afin d'apporter un plus en production et renforcer les dispositifs existants.
Donc c'est globalement un dispositif additionnel de plus de 52 000 tonnes jour. Soumousso est un autre site. Là aussi, des engagements sont pris par les promoteurs avec l'acquisition de ces nouveaux équipements pour répondre aux besoins du moment. Nous les avons également engagés à faire en sorte que, à travers les différents accompagnements dont ils ont reçus, qu'ils puissent entrevoir des perspectives en termes de réduction du coût de production, mais également du coût de vente au niveau de la population. C'est en ce sens que nous allons faire en sorte que l'ensemble de ces sites soient raccordés au réseau national interconnecté pour pouvoir disposer de l'électricité qui est aujourd'hui un facteur assez important de production. Ensuite, le cap est mis sur le site de Faso Mebo à Bobo Dioulasso. Au nom des acteurs des carrières, Yacouba Zabregouba apporte 1080 tonnes de granulats pour l'embellissement de la ville. Un geste qui permettra à l'agence Faso Mebo de dynamiser en toute quiétude ses travaux sur le terrain. En plus du temps, le ministre et sa délégation ont mis la main à la pâte en confectionnant des pavés. Retour à l'actualité nationale et nous ouvrons à présent une fenêtre sur les conseils d'administration et comités de pilotage. La cellule de planification et des statistiques du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État a tenu la deuxième réunion statutaire du comité de coordination du 10 secteurs. L'objectif de la rencontre était de coordonner les politiques publiques des secteurs de l'eau, de l'environnement, de l'urbanisme et des domaines en assurant une meilleure planification. Le point avec Fantama Magnantao. La deuxième réunion statutaire du comité de coordination du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État en cours sert d'espace de discussion et d'information sur la mise en œuvre des programmes d'activité de la cellule de planification et des statistiques. Après plusieurs années d'exécution, les acteurs impliqués se prononcent. Une fois de plus, sur son état d'avancement, les défis et leçons apprises. Les participants vont approuver un nouveau plan de travail et de budget annuel pour le compte de l'année 2026. C'est l'occasion pour moi de rappeler les rôles que la CPS joue au niveau des différents départements ministériels. Ainsi, la CPS a pour mission centrale d'assurer la planification et l'information statistique dans le secteur. Dans ce cadre, la CPS appuie la planification et le suivi et évaluation des actions concourant à la mise en œuvre des politiques, stratégies, plans, programmes et projets du secteur. Le secrétaire général en charge du ministère de l'Environnement rappelle que la cellule de planification et des statistiques du gouvernement doit soutenir les efforts de planification, les productions de données et des suivis et évaluations des actions dans le secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. En 2026, 54 activités sont programmées et les montants provisionnels pour la mise en œuvre de ce programme se chiffrent à un montant global de 731 54 000 francs CFA. J'invite l'ensemble des membres du comité à examiner avec minutie les documents soumis à l'appréciation et à formuler des recommandations pertinentes pour permettre à la CPS de notre secteur d'améliorer ses instruments et pratiques en vue de renforcer sa performance et son efficacité institutionnelle. La présente réunion ouvre la voie au démarrage des activités futures qui ne sauraient tarder. 1 demi-milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera mobilisée pour la mise en œuvre des activités du projet Paysage résilient, productif et durable dans la région de Kaya. Une décision prise à l'issue des travaux de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du dit projet. À terme, le projet devra profiter à 200 000 personnes à travers les cercles de Kaya, Bafulabe, Yelemani, Nyoro, Djema et Kita. Nous retrouvons Fantama Magnantao. Cette deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet Paysage résilient, productif et durable dans la région de Kaya au Mali est en cours depuis plusieurs mois.
Le dit projet a pour objectif de promouvoir les innovations dans la gouvernance, la production et le financement en vue de réduire la vulnérabilité des systèmes alimentaires. Ce projet contribue fortement à la résilience des exploitants agricoles de la région des Cailles, ex-région des Cailles, à savoir la région des Cailles actuellement, la région de Kita, la région des Cailles et la région de Nyuru. Et ce projet nous a permis d'amorcer inéluctablement actuellement le renforcement des capacités des exploitants agricoles face au changement climatique. Le projet Paysage résilient, productif et durable dans la région des Cailles au Mali est cofinancé par l'État, le FM et la FAO. Et la FAO restera mobilisée pour continuer à apporter dans la mesure de ses possibilités l'accompagnement nécessaire pour l'atteinte des objectifs du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, tout en comptant sur vos précieuses contributions. Le département en charge de l'agriculture exhorte l'ensemble des acteurs impliqués de tout mettre en œuvre pour une meilleure appropriation et la réussite du projet PRPD qui devra profiter à 200 000 personnes à travers les cercles de Caille, Bafoulabé, Yelemane, Nyuro, Djema et Kita. À ce jour, le projet comptabilise entre autres 435 champs et écoles agro-pastoraux installés dans les cercles d'intervention ayant touché plus de 10 875 agro-pasteurs. 100 clubs d'écoles d'écoute communautaire, appelés communément Dimitra, mis en place dans 20 communes de la zone d'intervention, regroupant 2500 membres, dont 1000 femmes. Le renforcement des capacités des 127 membres des 22 COPO cibles du projet. Le renforcement d'une centaine de facilitateurs CAP sur les risques climatiques et restitué à plus de 600 agro-pasteurs. Pour une durée de 60 mois, le projet Paysage résilient, productif et durable dans la région des Cailles au Mali a un coût global de 500 millions de francs CFA, cofinancé par l'État, le FM et la FAO. Environ 70 millions de francs CFA, c'est le budget 2026 du Centre de formation de perfectionnement statistique, un montant qui devrait permettre de financer son programme de formation. Le reportage de Maïmouna Doumbia. Au cours de la 14e session, les administrateurs du Centre de formation de perfectionnement statistique ont fait le point de la mise en œuvre des recommandations de la précédente session. Ils ont examiné et adopté le rapport d'exécution du budget 2025, le programme d'activité et le projet de budget 2026. En ce qui concerne le bilan de l'année écoulée, le centre a fait des progrès. De formation et de perfectionnement statistique a effectué les recrutements de la 11e promotion des techniciens supérieurs et également l'organisation de concours d'entrée dans l'école, dans l'Institut de formation et de recherche démographique IFORT de Yaoundé, et cela sur fonds propres. Également, il a organisé des cours de perfectionnement à l'intention des agents du système statistique national et aussi des agents de la fonction publique. Et cela dans le domaine de la statistique, des travaux d'enquête, également le logiciel des statistiques. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances accorde de l'importance aux différents dossiers qui sont soumis aux administrateurs et invite les participants à les examiner avec rigueur. Il vous appartiendra en particulier d'approfondir la réflexion sur les démarches en cours visant à ériger le CP Stats en une école supérieure. Cette transformation permettra de renforcer son rôle stratégique dans la formation des cadres moyens, notamment les techniciens supérieurs de la statistique, ainsi que des cadres de conception à travers des cursus de licence, master et doctorat. Le ministère de l'économie et des finances, à travers le CFP Stat, a salué les efforts consentis par la Banque mondiale pour l'accompagnement de la structure.
La production, la diffusion et la conservation des œuvres photographiques sont entre autres activités que la Maison africaine de la photographie entend intensifier courant 2026. C'est du moins ce qui ressort de la 33e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Outre ces activités programmées, les administrateurs étaient également appelés à se prononcer sur l'état d'exécution du programme d'activité et du budget à la date du 31 décembre 2025, ainsi que l'examen du plan d'action et du projet de budget pour l'année 2026. Les détails avec Mariam Koulibaly. Plus de 10 297 photographies sur les événements culturels, l'inventaire et la documentation des 528 photographies et l'organisation de 2 expositions. Ce sont là, entre autres grandes activités, réalisées par la Maison africaine de la photographie courant 2025. Pour l'exercice 2026, le projet de budget de la Maison africaine de la photographie est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 251 88 634 francs CFA, contre une dotation initiale de 257 490 034 francs CFA en 2025, soit une diminution de 2,54%. En termes de perspective, la Maison africaine de la photographie entend pour 2026 intensifier et adapter ses activités de production, diffusion et conservation des photographies aux réalités du moment. Aussi, la MAP compte également renforcer les capacités des acteurs ainsi que s'équiper davantage. Avec les artistes photographes maliens, donc nous prévoyons de faire 3 expositions photographiques et également la numérisation des œuvres photographiques, notamment les archives photographiques de certains grands photographes, notamment Django Cissé qui vient d'être rappelé à Dieu. Et également en termes de production, cette année nous organisons la 15e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie. Au-delà de l'adoption du plan d'action 2026, la présente session proposera des actions en vue de permettre au Mali de préserver sa place de capitale africaine de la photographie et à la maison de donner un éclat à l'année dédiée à l'éducation et la culture. De nouveaux adhérents au régime d'assistance médicale à Ramed dans la région de Tombouctou. Ils ont été largement édifiés sur les avantages du Ramed à l'issue d'une journée d'échange avec les responsables du Ramed. Les explications de Idrissa Goulou Sissoko. Par la tenue de cette rencontre autour du régime d'assistance médicale à Ramed, il s'agissait d'expliquer les rôles et responsabilités des responsables communautaires impliqués dans la gestion du Ramed, les conditions d'éligibilité et d'immatriculation, entre autres. Dans la région de Tombouctou, la mise en œuvre du Ramed reste confrontée à un déficit d'information et d'implication des acteurs locaux et communaux. Nous, au niveau des collectivités, nous sommes ravis parce que les couches essentielles, les communautés qui sont surtout dans les besoins pour ces Ramed sont au niveau local, au niveau de nos collectivités. Et nous avons l'habitude de dire qu'il faut nécessairement comprendre les enjeux, l'importance du Ramed pour que les communautés soient impliquées. On a sollicité l'appui de la direction générale de l'ANAM pour appuyer cette rencontre où vraiment l'objectif est de sensibiliser davantage les collectivités territoriales pour qu'elles s'acquittent réellement de leurs cotisations pour que les remèdes soient une réalité dans la région de Tombouctou. Afin d'assurer une prise en charge médicale des indigents de la région, les autorités régionales invitent les acteurs impliqués à prendre toutes leurs responsabilités. Monsieur le maire, vous détenez les clés de voûte du Ramed à travers l'établissement d'un répertoire des indigents de vos communes respectives et le paiement de la contribution de vos communes à son financement, qui constitue pour vous des obligations légales telles que stipulées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Ramed constitue aujourd'hui le symbole d'un pays debout face à son destin. C'est pourquoi je vous inscris à jouer pleinement vos rôles respectifs
pour une bonne opérationnalisation des RAMED dans la région de Tombouctou. Il faut signaler qu'à ce jour, l'ANAM a immatriculé plus de 3 millions de personnes sur lesquelles plus de 495 000 ont bénéficié gratuitement des soins de santé sur toute l'étendue du territoire national. Et de la littérature dans cette édition avec la publication de 3 nouveaux ouvrages. Il s'agit de Fil et aiguille, les racines du tirailleur et À ton appel Afrique. Le premier ouvrage met en scène des hommes et des femmes confrontés aux violences domestiques, aux conflits de genre, à l'infidélité et aux injustices d'une société en mutation. Le second livre retrace le parcours d'Ibrahim, un ancien tirailleur sénégalais revenu au village après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le troisième roman porte un message d'espoir et de continuité, invitant à préserver l'héritage des ancêtres et à construire une Afrique libre et souveraine. Le commentaire de Sidiki Diarra. 3 nouveaux ouvrages enrichissent les librairies maliennes. Le premier livre intitulé Fil et aiguille, signé Sibrina Zana Koulibaly et édité par Gafi, est un roman de 371 pages ancré dans les réalités socio-culturelles temporelles. À travers des récits inspirés de faits réels, l'auteur plonge le lecteur dans un univers marqué par les violences domestiques, les conflits de genre, l'infidélité, l'injustice et les tensions sociales. Une fresque intense qui interroge les mutations profondes de la société. Le deuxième ouvrage, Les racines du tirailleur de Bamba Souri Kamisko, retrace le destin d'Ibrahim, ancien tirailleur sénégalais revenu au village après la Seconde Guerre mondiale. À travers ses portraits poignants, l'auteur met en lumière la figure maternelle, la résilience et les valeurs africaines, telles que la paix, l'entraide et l'unité. Un hommage appuyé à la mémoire et à l'âme du continent. Enfin, À ton appel Afrique de Bekay Konaré s'adresse principalement à la jeunesse africaine. L'ouvrage porte un message d'espoir et de responsabilité collective. Plus qu'un appel au changement radical, il se veut un maillon supplémentaire dans la transmission de l'idéal d'une Afrique libre et souveraine. À retrouver donc dans vos librairies. Ils sont très nombreux à connaître ces désagréments. Annulation de vol, retard à répétition, bagages égarés, endommagés ou définitivement perdus. Face à ces situations, les droits nationaux et internationaux ne sont pas restés silencieux. Depuis 1999, la Convention de Montréal encadre la responsabilité des transporteurs aériens, fixant les règles d'indemnisation, et les obligations des compagnies. Ce soir, dans notre chronique judiciaire, Garibou Pérou s'intéresse à ces voyageurs laissés au sol ou démunis à l'arrivée et aux droits qui les protègent. Suivons ensemble. Invité par ses partenaires, un homme d'affaires arrive à l'aéroport 2 heures avant le décollage. Billet en main, regard déjà tourné vers l'horizon. Il a cette ponctualité de ceux qui négocient avec le temps. Dans le salon VIP, la nouvelle tombe. Vol retardé, puis quelques minutes plus tard, il est définitivement annulé. Lorsque le vol est en retard ou qu'il est annulé, c'est de s'adresser en premier lieu à l'Agence nationale de l'aviation civile qui peut tenter un règlement amiable. Et en ce qui concerne donc les retards de vol, l'annulation de vol ou le surbooking, comme on le dit, dans tous ces cas, il y a une indemnisation qui est prévue. En la matière, donc, c'est le règlement numéro 3/2003 de l'UEMOA portant compensation pour refus d'embarquement, annulation et retard important qui prévoit ces aspects-là. Et ces règlements prévoient une indemnisation automatique en fonction des distances. Le maximum, c'est 5 heures de retard lorsqu'il s'agit d'un vol international. La compagnie est obligée déjà de vous attribuer la possibilité de passer un coup de fil, de vous donner suffisamment à boire et à manger, et si le vol prend beaucoup de retard, de vous amener à l'hôtel, mais cela bien entendu à partir du moment où vous avez déjà procédé à votre enregistrement. En ce qui concerne l'annulation de vol, lorsque le vol est annulé, tout le temps d'attente que va durer, que le voyageur va subir, la compagnie est obligée de l'amener, de le loger à l'hôtel jusqu'au prochain voyage.
Et lorsque le vol est carrément annulé pour des jours, donc au-delà de l'indemnisation automatique prévue, le passager peut maintenant s'adresser en plus à la justice pour percevoir des dommages et intérêts. Et dans cette matière, quand il s'agit d'un retard de vol ou d'une annulation de vol, mais sur une durée non longue, c'est la Convention de Montréal qui s'applique. Mais en ce qui concerne la jurisprudence malienne, lorsque la compagnie a annulé son vol et ne transporte plus le passager, la jurisprudence malienne considère que dans ces cas, il s'agit carrément d'une inexécution du contrat de transport et en ce moment, la Convention de Montréal n'est plus appliquée par le juge malien. Et on a vu des cas où le juge est allé accorder au-delà de 10 millions de dommages et intérêts à la personne, aux voyageurs qui avaient subi des dommages, notamment lorsqu'il s'agit des professionnels comme nous, un avocat qui doit aller défendre un dossier ou qui doit aller rencontrer des clients et par le fait de l'annulation du vol, il a raté son audience ou il a perdu un client. En ce moment, le juge malien n'applique plus les conventions internationales, mais il fait recours au régime général des obligations pour pouvoir étendre le montant des indemnisations. À l'autre bout du parcours, une femme d'affaires vit un tout autre cauchemar. Devant les tapis roulants, les valises défilent, puis les tapis ralentit et s'arrêtent net. La sienne n'est pas arrivée. Il faut acheter des vêtements, des produits de première nécessité. En un mot, récomposer à la hâte une normalité de façade. Le bagage est en retard à partir du moment où le voyageur n'a pas pu récupérer son bagage à l'arrivée. Et la période séparant cette période où les bagages n'ont pas pu être retrouvés à l'arrivée et les 7 jours suivants sont considérés comme un retard de bagages. Il y a des services dédiés à l'aéroport. Vous allez tout de suite avec votre talon de bagages faire la déclaration auprès de ces services et vous gardez vos talons de bagages et la déclaration de bagages. Pour l'étudiante en médecine, la valise est bien là, mais à quel prix? Cabossée, éventrée, fermeture brisée, comme si les voyages avaient laissé un autographe en griffure. À l'intérieur, des objets sont déplacés et des souvenirs ont subi les chocs de la manutention. Cela est encore plus intéressant si vous détenez les factures. En ce moment, vous demandez donc l'indemnisation. Si vous avez des biens de valeur que vous mettez en soute, il faut les déclarer à l'embarquement. Vous les déclarez et en ce moment, la compagnie, vous pourrez opposer à la compagnie cette déclaration de valeur. Et puis, il y a l'hypothèse la plus redoutée, celle du chef de la délégation d'une mission dont la valise s'est tout simplement volatilisée. Les jours passent, les réponses deviennent floues, presque mécaniques, récitées comme un message d'attente. La valise semble avalée par l'avion. Au-delà de la valeur matérielle, c'est une part de vie qui s'est évaporée. Le voyageur a 21 jours pour déposer une réclamation auprès de la compagnie. Et ce qui est intéressant aussi avec la Convention de Montréal, c'est qu'on donne le loisir aux voyageurs de saisir la juridiction de son lieu de résidence. Au-delà de ça, l'innovation que la Convention de Montréal a apportée, c'est que si vous êtes un voyageur, vous avez la possibilité de faire la preuve de la valeur de vos biens perdus. Avec la Convention de Varsovie, on vous indemnisait au poids, alors que vous pouvez avoir des objets de valeur qui ne pèsent pas. Donc avec la Convention de Montréal, si vous avez des factures pour démontrer que la valeur de vos bagages perdus dépassait la limite donnée par la Convention de Montréal, donc le juge, il va fixer l'indemnisation en fonction de la valeur de vos marchandises dont vous avez pu démontrer la perte. Retard, destruction, perte, avarie, derrière ces mots techniques se cachent des histoires profondément humaines, des agendas bouleversés, des budgets fragilisés et des souvenirs blessés. Face à ces situations, une règle s'impose: protester immédiatement, formuler une réclamation sans délai, car si l'avion relie les villes, les pays, les continents, le droit lui relie les responsabilités. Et derrière chaque billet d'embarquement se trouve un contrat, un engagement, une promesse qui ne s'efface ni dans les nuages, ni à l'atterrissage. Voilà, vous connaissez désormais les règles d'indemnisation en cas d'annulation de vol.
La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a appris avec une profonde tristesse le décès de Mme Konaré Mariam Kalapo, ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ce mercredi 3 mars 2026 à l'hôpital Luxembourg. En cette douloureuse circonstance, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, au nom des plus hautes autorités du pays, présente ses condoléances les plus émues et sa profonde compassion à la famille de la défunte et à ses enfants. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, rend un vibrant hommage à la mémoire de l'illustre disparu qui a consacré l'essentiel de sa carrière professionnelle à la promotion et à la protection des droits des femmes, mais aussi à promouvoir les valeurs sociétales et économiques de la femme malienne. Madame Konaré Mariam Kalapo a servi le Mali avec dévouement et abnégation. Elle fut une grande dame, un modèle pour sa génération et pour la génération future. Une personnalité d'une grande générosité. Dors en paix, brave dame, que le paradis soit votre dernière demeure. Amin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.